Ça arrivait toujours à un moment ou à un autre. Et il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer. Je veux dire, on y était plus d'un millier sur ce bateau. Entre les rupins en voyage et les émigrants, et d'autres gens bizarres, et nous. Et pourtant, il y en avait toujours un seul sur tout cela, un seul qui, le premier, la voyait. Un qui était peut-être là en train de manger ou de se promener simplement sur le pont, ou de remonter son pantalon. Il levait la tête un instant, il jetait un coup d'œil sur l'océan et... il la voyait. Alors, il s'immobilisait là sur place. Et son cœur battait à en exploser. Et chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres. Et il criait « L'Amérique !» Et puis il restait là, sans bouger. Comme s'il devait rentrer dans la photo avec la tête du type qui se l'est fabriqué tout seul, l'Amérique. Celui qui est le premier à voir l'Amérique. Sur chaque bateau, il y en a un. Et il ne faut pas croire que c'est le hasard, non, ni même une question de bonne vue. C'est le destin, ça. Ces types-là, depuis toujours dans leur vie, ils avaient cet instant-là d'écrit. Même tout petit, si tu les regardais dans les yeux, en regardant bien, tu la voyais déjà, l'Amérique. Elle était là, prête à bondir, à remonter le long des nerfs ou du sang, je ne sais quoi. Et puis au cerveau, et puis dans la langue, et puis sur ce cri « L'Amérique !» Elle était déjà là, dans ses yeux d'enfant. Déjà là, tout entière, l'Amérique. Là, qui attendait. Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Boonman T.D. Lemon Novecento, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Il disait ça, ce qu'ils verront. J'en ai vu, moi, des Amériques. 6 ans sur ce bateau. 5 ou 6 traversées par an d'Europe jusqu'en Amérique et retour, sans cesse à flotter sur l'océan. Quand tu redescendais à terre, tu n'arrivais même plus à pisser droit dans les chiottes. Ah, les chiottes, ils ne bougeaient pas. Mais toi, tu continuais à te balancer. Parce qu'un bateau, tu peux en descendre. Mais de l'océan, non. J'y suis monté, moi, j'avais 17 ans. Et dans la vie, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour moi. Jouer de la trompette. Alors quand le bruit a couru qu'il cherchait des gars pour le paquebot, le Virginian, là-bas, sur le port, je me suis mis sur les rangs. Avec ma trompette. Janvier 1927. « Oh, des musiciens, on en a déjà !» me dit le type de la compagnie. Je sais. Et je me suis mis à jouer. Lui, il est resté là à me fixer, pas un muscle de son visage qui bougeait. Il a attendu que j'ai fini sans dire un seul mot, et puis il m'a demandé « c'était quoi ?» Je sais pas. Ses yeux sont mis à briller. « Oh bah, quand tu sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz !» Et puis il a fait un drôle de truc avec la bouche. Peut-être un sourire. Il avait une dent en or juste là, tellement au milieu qu'on aurait dit qu'il l'avait mise en vitrine pour la vendre. « Oh, ils en raffolent de cette musique là-haut !» Là-haut? Ça voulait dire sur le bateau. Et cette espèce de sourire, ça voulait dire que j'étais engagé. On jouait 3-4 fois par jour. D'abord pour les rupins en classe de luxe, ensuite pour ceux des secondes. Et de temps en temps, on allait jouer quelque chose pour les émigrants, mais sans l'uniforme, comme ça nous venait. Et aussi, quelquefois, ils jouaient avec nous. On jouait parce que l'océan est grand et qu'il fait peur. On jouait pour que les gens ne sentent pas le temps passé, qu'ils oublient où ils étaient et qui ils étaient. On jouait pour les faire danser parce que si tu danses, tu ne peux pas mourir et tu te sens Dieu. Et on leur jouait du ragtime parce que c'est la musique sur laquelle Dieu danse quand personne ne le regarde. Sur laquelle Dieu danserait s'il était nègre.
Gentlemen, meine Damen und Herren, Signore et Signori, Mesdames et Messieurs, bienvenue sur ce navire. Bienvenue sur cette ville flottante, copie conforme en tout point du Titanic. On se calme, on reste assis. Le monsieur là-bas touche du bois, je le vois. Bienvenue sur l'océan, donc. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? C'était un pari? Vous aviez des créanciers aux fesses? Vous êtes en retard de 30 ans sur la ruée vers l'or. Ah, vous vouliez juste visiter le bateau et vous ne vous êtes pas aperçu qu'il était parti. Vous étiez juste sorti pour acheter des allumettes. En ce moment, votre femme est chez les flics, elle dit « Bah, pourtant, c'était un type bien tout à fait normal, 30 ans de mariage et pas une dispute. » Bref, qu'est-ce que vous pouvez bien fiche ici, à 300 000 de n'importe quel bon Dieu de monde et à 2 minutes du prochain dégueulis? Pardonnez-moi, madame, je plaisantais. Ne vous inquiétez pas, ce navire file tel une boule sur le pillard de l'océan. Tchac! Plus que 6 jours, 2 heures et 47 minutes, et blop dans le trou, New York! Croyez-moi, des bateaux comme celui-là, vous n'en trouverez pas d'autres. Peut-être, en cherchant pendant des années, pourriez-vous retrouver un capitaine claustrophobe. Vous avez sans doute remarqué qu'il dort dans un canot de sauvetage. Un pilote aveugle, un radio qui bégaye et qui est là ses manchots, un docteur au nom imprononçable, Klausermann Spitzwegendorfentag. Pas très pratique en cas d'urgence. Tous réunis sur ce navire et pas de cuisine. L'ingénieur l'ayant conçu étant un anorexique de réputation mondiale. Peut-être, mais ce qui ne vous arrivera plus jamais, ça vous pouvez en jurer, c'est d'être assis là, le cul posé sur 10 cm de fauteuil, au-dessus de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau, en plein milieu de l'océan, avec ce miracle devant vos yeux, cette merveille dans vos oreilles, ce rythme dans vos pieds et dans votre cœur, le sound de l'unique, de l'inimitable, de l'immensément grand Atlantic Jazz Band. À la clarinette, Sam Sleepy Washington. Au banjo, Oscar de la Guerra. À la trompette, Tim Tunney. Trombone, Jim Gilbert Gallup. À la guitare, Samuel Hawkins. Et enfin au piano, Danny Goodman, Teddy Lemon, Novecento. Il était vraiment le plus grand. Nous, on jouait de la musique, lui c'était autre chose. Lui, il jouait quelque chose qui n'existait pas avant que lui ne se mette à jouer. Ok? Quelque chose qui n'existait nulle part. Et quand il quittait son piano, ça n'existait plus. Ça n'était plus là, définitivement. Danny Boonman, Teddy Lemon, Novecento. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis sur une bombe. Sans blague, il était assis sur une charge de dynamite grosse comme ça. Une longue histoire. Il disait, tu n'es pas complètement fichu s'il te reste une bonne histoire. Et quelqu'un qui l'a racontée. Son histoire à lui, c'était quelque chose. Il était sa bonne histoire lui tout seul. Une histoire dingue à vrai dire, mais belle. Et ce jour-là, assis sur toute cette dynamite, il m'en a fait cadeau. Parce que j'étais son meilleur ami.
C'est un marin, appelé Danny Boudman, qui l'avait trouvé. Il le trouva un matin alors que tout le monde était déjà descendu à Boston. Il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les 10 jours, guère plus. Il ne pleurait même pas. Il restait là, les yeux ouverts, dans sa grande boîte, sans faire de bruit. Quelqu'un l'avait laissé dans la salle de bal des premières classes, sur le piano. Mais il n'avait pas l'air d'un nouveau-né de première classe. C'est les émigrants qui font ça en général. Ils accouchent à la sauvette quelque part sur le pont et ils laissent le gosse là. Pas qu'il soit méchant, non, mais c'est la misère. La misère noire. Un peu comme pour leurs habits. Ils montaient à bord avec des pantalons tout rapiécés. Chacun avec ses habits qui craquaient de partout, les seuls qu'ils possédaient. Mais à la fin, parce que l'Amérique restera toujours l'Amérique, tu les voyais descendre tous bien habillés, avec même une cravate les hommes, et les enfants des genres de chemises blanches. Ah ça, ils savaient y faire. Pendant ces 20 jours de traversée, ça coupait, ça cousait. À la fin, sur le bateau, tu ne retrouvais plus un rideau, plus un drap, rien. Ils s'étaient fait le beau costume pour l'Amérique et à toute la famille. Tu pouvais rien leur dire. Bref, de temps en temps, il leur arrivait aussi par là-dessus un mouflet. Autrement dit, une bouche de plus à nourrir pour un émigrant. Et un sacré paquet d'ennuis à l'office de l'immigration. Alors, il le laissait sur le bateau. En échange des rideaux et des draps, quoi. C'est ce qui avait dû arriver à ce mouflet-là. Il s'était fait le raisonnement... Si on le laisse dans la salle de bal des premières classes sur le piano, peut-être qu'un rupin va le prendre et qu'il sera heureux toute sa vie. C'était un bon plan, qui marchait à moitié. Rupin, il ne le fut pas, mais pianiste, oui. Et le plus grand, je le jure, le plus grand. Bon, bref. Le vieux Boudman le trouva là, et il chercha quelque chose disant qui il était. Mais il ne trouva qu'une inscription sur le carton de la boîte, imprimée à l'encre bleue. T.D. Limoni. Il y avait même une espèce de dessin avec un citron, bleu lui aussi. Danny, c'était un nègre de Philadelphie, un géant d'homme, magnifique à voir. Il prit le bébé dans ses bras et lui dit « Hello, Lemon !» Et quelque chose à l'intérieur de lui se déclencha. Quelque chose comme la sensation qu'il était devenu père. Pendant tout le reste de sa vie, il continua à prétendre que TD, ça voulait dire Thanks Danny. Merci Danny. C'était absurde, mais il y croyait. Ce gosse, on l'avait laissé là pour lui. TD, Thanks Danny. Un jour, quelqu'un apportait un journal où il y avait une réclame avec un type, une tête d'imbécile, des moustaches fines, genre Latin Lover, et un citron gros comme ça dessiné. Et ce qu'il y avait écrit à côté, c'était Tano D'Amato, le roi des citrons. Tano D'Amato, les citrons des rois. Tano D'Amato. Le vieux Boudman, il n'a pas fait un pli. C'est qui ce PD? Il a dit. Et il s'est fait donner le journal parce qu'à côté de la réclame, il y avait les résultats des courses. Il n'y jouait pas aux courses. C'était les noms des chevaux qui l'intéressaient, seulement ça. Mais c'était une vraie passion. Il te disait toujours écoute, celui-là, écoute, il a couru à Cleveland. Écoute, il aura plus cher sans brouille. Non mais tu te rends compte, c'est pas Dieu possible. Et celui-là, regarde, peut mieux faire. Ah, c'est pas crevé de rire, non. Il aimait ça, les noms des chevaux. C'était sa passion, quoi. Lequel avait gagné, il s'en tamponnait complètement. Ce qui lui plaisait, c'était les noms. Cet enfant-là, il a commencé par lui donner le sien de nom. Danny Boudman. La seule vanité qu'il se soit jamais accordée. Et puis il a ajouté T.D. Lemon. Exactement comme c'était marqué sur la boîte en carton. Parce qu'il disait que ça faisait bien d'avoir des lettres au milieu de son nom. Ce qui donna Danny Boudman T.D. Lemon. Oh, c'est un beau nom. Il se l'étudia un peu, en se le répétant à voix basse, le vieux Danny et les autres, en bas, dans la salle des machines. Un beau nom, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque un grand final. C'était vrai.
Il lui manquait un grand final. On n'a qu'à rajouter mordi, dit Sam Stull, qui était serveur. Tu l'as trouvé un mordi, t'as qu'à l'appeler mordi. Danny réfléchit un peu, puis sourit. C'est une sacrée bonne idée, Sam. Je l'ai trouvé la première année de ce foutu nouveau siècle, non? On va l'appeler Novecento 1900. Novecento? Novecento 1900. Mais c'est un chiffre. C'était un chiffre. À partir de maintenant, c'est un nom. Danny Boonman, T.D. Lemon, Novecento. Oh, c'est parfait, c'est magnifique. Un sacré grand nom, Christ. Vraiment un grand nom. Il ira loin avec un nom comme ça. Ils se penchèrent sur la boîte en carton. Danny Boonman, T.D. Lemon, Novecento. Elle les regarda et sourit. Ils en restèrent baba. Ils n'auraient jamais cru qu'un môme aussi petit puisse faire autant de merde. Fai la nina, fai la nana, pupo bello della mamma. Nina, fai la nina, fai la nana, pupo bello dello mare. Nina, fai la nina, fai la nana, pupo bello della mamma. Danny Boonman restait encore marin 8 ans, 2 mois et 11 jours. Et puis pendant une tempête au beau milieu de l'océan, il se prit en plein dos une poulie décrochée. Il mit 3 jours à mourir. Il était tout cassé à l'intérieur, impossible de le réparer. Novecento était un gamin à l'époque. Il s'assit à côté du lit de Danny et n'en bougea plus. Il avait une pile de vieux journaux. Et il passa ces 3 jours en se donnant un mal de chien à lire au vieux Danny qui était en train de casser sa pipe tous les résultats des courses qu'il trouvait. Il mettait les lettres ensemble, comme Danny lui avait appris. Le doigt posé sur le papier du journal, les yeux qui ne s'en détachaient pas un instant. Il ne lisait pas vite, mais il lisait. Et c'est ainsi que le vieux Danny mourut sur la 7e course de Chicago, remportée de 2 longueurs par eau potable sur minestrone et de 5 sur fond de teint bleu. Il faut dire qu'en entendant ces noms-là, il n'avait pas pu s'empêcher de rire et en riant, il passa l'arme à gauche. On l'enveloppa dans une grande toile et on le rendit à l'océan. Sur la toile, à la peinture rouge, le capitaine écrivit « Thanks, Danny ». Et c'est ainsi que brusquement, Novecento devint orphelin pour la seconde fois. Il avait 8 ans et déjà une 50aine d'allers-retours Europe-Amérique. Sa maison, c'était l'océan. Quant à la terre, eh bien, il n'y avait jamais posé le pied. Il l'avait aperçu, bien sûr, depuis les ports, mais y descendre jamais. Il faut dire que Danny avait peur qu'on le lui prenne avec ses histoires de papier et de visa, ce genre de choses. Si bien que Novecento, lui, à chaque fois, il restait à bord. Et au bout d'un certain temps, on repartait. À dire précisément, Novecento, pour le monde, il n'existait même pas. Pas une ville, pas un hôpital, pas une paroisse, pas une prison, pas une équipe de baseball où son nom soit marqué quelque part. Il n'avait pas de patrie, il n'avait pas de date de naissance, il n'avait pas de famille. Il avait 8 ans, mais officiellement il n'était pas né. Ça ne pourra pas continuer longtemps comme ça,
disaient quelquefois les autres à Danny. Et en plus, c'est contre la loi. Mais Danny, il avait une réponse qui faisait pas un pli. Au cul, la loi, il disait. On peut difficilement discuter à partir de là. À l'arrivée à Southampton, à la fin de la traversée pendant laquelle Danny était mort, le capitaine décida qu'il était temps de mettre fin à cette plaisanterie. Il convoqua les autorités portuaires et il demanda à son second d'aller chercher Novecento. Eh bien, jamais le second ne put le trouver. On le chercha dans tout le bateau, pendant 2 jours. Rien. Il avait disparu. Cette histoire-là, personne ne la digérait vraiment. Parce qu'il s'y a été habitué finalement à ce gamin sur le Virginian. Et personne n'osait en parler, mais c'est vite fait de se jeter de haut la rambarde. Et la mer, elle fait ce qu'elle veut. Et si bien que tout le monde avait la mort dans l'âme quand le bateau est reparti 22 jours plus tard pour Rio de Janeiro, sans que Novecento soit réapparu, et sans aucune nouvelle de lui. Comme chaque fois, au moment des départs, les serpentins, les sirènes, les feux d'artifice. Mais cette fois-là, c'était différent. Ils allaient perdre Novecento. Et c'était pour toujours. Quelque chose leur grignotait le sourire. À eux tous. Ça les mordait à l'intérieur. La seconde nuit l'a traversée alors qu'on ne voyait même plus les lumières de la côte irlandaise. Barry, le maître d'équipage, entra comme un fou dans la cabine du commandant et le réveilla en lui disant qu'il fallait absolument qu'il vienne voir. Salle de bal des premières. Lumière éteinte. Silhouette en pyjama debout à l'entrée. Et aussi des marins. Et 3 gars tout noirs montés de la salle des machines. Et même Truman, le radio. Silencieux tous. À regarder. Novecento. Il était assis sur le tabouret du piano, les jambes pendantes. Elle ne touchait même pas le sol. Et, aussi vrai que Dieu est vrai, il était en train de jouer. Il jouait je ne sais quel diable de musique, petite mais belle. Pas de trucage, c'était vraiment lui qui jouait. C'était ses mains à lui sur ce clavier, Dieu sait comment. Il fallait entendre ce qui en sortait. Il y avait une dame en robe de chambre rose, avec des espèces de pinces dans les cheveux. Le genre bourré de fric, si vous voyez ce que je veux dire. Une Américaine mariée avec un assureur. Eh bien, elle avait de grosses larmes. Ça coulait sur sa crème de nuit. Elle regardait et elle pleurait, elle ne pouvait plus s'arrêter. Quand elle vit à côté d'elle, le commandant bouillant de surprise, mais alors bouillant littéralement. Quand elle le vit à côté d'elle, avec un reniflement, la grosse dame riche, je veux dire, elle montra le piano et en reniflant, elle demanda... Il s'appelle comment? Novecento. Non, pas la chanson, le petit garçon. Novecento. Ah, comme la chanson. C'était le genre de conversation qu'un commandant de marine peut difficilement poursuivre au-delà des 4 ou 5 premières répliques. Surtout quand il vient de découvrir qu'un gosse qu'on croyait mort non seulement était vivant, mais avait entre-temps appris à jouer du piano. Il planta là la grosse dame riche avec ses larmes et tutti quanti et traversa toute la salle d'un pas décidé, en pantalon de pyjama et veste d'uniforme déboutonnée. Il ne s'arrêta qu'arrivé près du piano. Il y en avait beaucoup des choses qu'il aurait voulu dire à cet instant-là. Entre autres, mais où t'as appris, bordel? Et aussi, où diable est-ce que t'étais fourré? Mais comme beaucoup d'hommes habitués à vivre en uniforme,
il avait fini par penser également en uniforme. C'est pourquoi il dit « Novecento, tout ceci est absolument contraire au règlement. » Novecento s'arrêta de jouer. C'était un petit garçon qui parlait peu, mais apprenait vite. Avec douceur, il regarda le commandant et lui dit « Au cul, le règlement !» L'océan s'est réveillé! L'océan a déraillé! L'eau explose dans le ciel! Elle explose, elle dégringole! Arrache les nuages au vent! Et les étoiles! Il est furieux, l'océan! Partout! L'écume! Et le cauchemar! Il est fou, l'océan! Aussi loin qu'on peut voir, tout est noir! De grands murs noirs qui déboulent! Et tous là, tous, la gueule ouverte, en attendant que ça s'arrête, qu'au la pique. Je veux pas, maman! Je veux l'eau qui reflète, l'eau qui repose. Arrête-moi! Ces murailles absurdes, ces murailles d'eau qui dégringolent, et tout ce bruit. Je veux l'eau que tu connais. Je veux la mer, le silence, la lumière et les poissons volants dessus qui volent. Première traversée, première tempête. La poisse. J'avais même pas eu le temps de comprendre où j'étais que je me retrouvais dans un des grains les plus terribles de l'histoire du Virginian. En pleine nuit, il a eu les boules et hop, il a tout envoyé promener. L'océan. À croire que ça s'arrêterait jamais. Le type qui est sur un bateau pour jouer de la trompette, on peut pas dire qu'il soit d'une grande utilité quand l'ouragan arrive. Il peut juste éviter de jouer de la trompette, histoire de pas compliquer les choses. Et rester sur sa couchette, bien tranquille. Mais moi, je pouvais pas. T'as beau essayer de penser à autre chose, tu es sûr que tôt ou tard, ces mots vont venir se vriller dans ton crâne. Fais comme un rat. Je voulais pas crever comme un rat. Alors je suis sorti de ma cabine et j'ai commencé à errer de ci de là. Je savais même pas où j'allais. Ça fait 4 jours seulement que j'étais sur ce bateau. Déjà pas mal si je retrouvais le chemin des toilettes. Mais c'est des vraies villes flottantes, ces machins, sans blague. Bref, ça n'a pas fait un pli. À force de me cogner dans tous les coins et de prendre les couloirs au hasard comme ça se présentait, j'ai fini par me perdre. Ça y était. J'étais définitivement fichu. C'est à ce moment-là qu'est arrivé un gars tout élégant, habillé de noir, qui marchait tranquillement. Pas du tout l'air d'être perdu. On aurait dit qu'il n'entendait même pas les vagues, comme s'il était à Nice sur la promenade des Anglais. Ce type-là, c'était Novecento. Je connaissais à peine. On avait joué ensemble dans l'orchestre pendant ces 4 jours, mais c'était tout. Cette nuit-là, au beau milieu de la tempête, avec cet air de grand seigneur en vacances, il me vit là, égaré dans un couloir quelconque, avec la tête du type qui est mort. Il me regarda, il me sourit, et il me dit « Viens ». Eh ben, quand un gars qui est sur un bateau pour jouer de la trompette rencontre au beau milieu d'un ouragan un gars qui lui dit « Viens », le gars qui joue de la trompette, il a qu'une seule chose à faire. Il y va. J'y allais donc, lui il marchait, moi c'était différent. On finit par arriver jusqu'à la salle de bal, on arrive près du piano. Personne aux environs, il faisait presque noir, juste quelques petites lueurs ici et là. Novecento me montra les pieds du piano. Enlève les cales, il me dit. Le navire dansait que c'en était un plaisir. Tu tenais à peine debout, ça n'avait aucun sens de débloquer ses roulettes.
Si tu as confiance en moi, enlève-les. Mais il est fou ce type, j'ai pensé. Et je les ai enlevés. Et maintenant, viens t'asseoir ici, me dit alors Novecento. Je comprenais pas ce qu'il voulait faire. Vraiment, j'y comprenais rien. J'étais là en train de tenir ce piano qui commençait à glisser comme un énorme savon noir. Mais c'était une situation de merde, je vous jure. Dans la tempête jusqu'au cou, avec ce dingue en plus, assis sur son tabouret, et ses mains immobiles sur le clavier. Si tu ne t'assieds pas maintenant, tu ne t'assieras jamais, me dit le dingue en souriant. Ok, tant qu'à être dans la merde, autant y sauter un pied joint, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je m'y assois, ok, sur ton connard de tabouret. Ça y est, j'y suis maintenant. Et maintenant, n'aie pas peur. Et il commença à jouer. À présent, personne n'est obligé de le croire. Et pour être exact, je n'y croirais pas moi-même si on me le racontait. Mais la vérité vraie, c'est que ce piano commença à glisser sur le parquet de la salle de bal. Et nous, derrière lui, avec Novecento qui jouait, sans détacher son regard des touches, il avait l'air ailleurs. Et le piano suivait les vagues. Il s'en allait d'un côté, et puis revenait de l'autre. Et puis tournait sur lui-même et filait droit sur les baies vitrées. Et puis, à cheveux de la vitre, il s'arrêtait et recommençait à glisser doucement dans l'autre sens. Je veux dire, c'était comme si l'océan le berçait. Et nous avec. Moi, j'y comprenais rien, mais Novecento, lui, il jouait. Il continuait à jouer. Et il était clair que ce piano, il ne faisait pas que jouer dessus, mais qu'il le conduisait, vous comprenez? Avec les touches, avec les notes, je ne sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il le voulait, ce piano. C'était absurde, mais n'empêche. Et tandis qu'on voltigeait entre les tables, en frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris à ce moment-là que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan, nous et lui, des danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente sur le parquet doré de la nuit. Ah yes! Christ! Novecento m'expliqua que il fallait encore le perfectionner, ce truc. Et moi, je lui répondis qu'en fait, il s'agissait seulement de régler les freins. Quand la tempête fut terminée, le commandant nous dit: « On a foutu diable tous les deux. Vous descendez illico dans la salle des machines. Et vous y restez, sinon je vous tue de mes propres mains. Et que ce soit bien clair, vous paierez tout jusqu'au dernier centime, même si vous deviez travailler toute votre vie. Aussi vrai que ce bateau s'appelle le Virginian et que vous êtes les deux plus grands imbéciles qu'aient jamais sillonné l'océan. » Et c'est là, à ce moment-là, cette nuit-là, dans la salle des machines, que Novecento et moi, on est devenus amis. À la vie, à la mort. Pour toujours. Notre temps passa à calculer ce que ça pouvait faire en dollars, tout ce qu'on avait cassé. Et plus ça chiffrait, plus on riait. Quand j'y repense, je crois bien que c'était ça, être heureux. Ou bien ça y ressemblait. Ce fut cette nuit-là que je demandais à Novecento aussi. C'était vrai, cette histoire, l'histoire de lui et du bateau. Si c'était vrai qu'il était né dessus, quoi. Si c'était vrai qu'il n'était jamais descendu. Il me répondit: « Oui, mais vraiment ?» Il avait l'air très sérieux. Ouais, vraiment. Et je sais pas, mais à ce moment-là, ce que j'ai senti en moi pendant un instant, sans le vouloir et sans savoir pourquoi, ça a été un frisson.
C'est un frisson de peur. De peur? Un jour, j'ai demandé à Novecento à quoi diable il pensait quand il jouait. Et ce qu'il regardait, les yeux toujours droits devant lui, où il s'en allait finalement dans sa tête pendant que ses mains se promenaient toutes seules sur les touches. Et il m'a répondu, aujourd'hui, je suis allé dans un pays très beau. Les femmes avaient des cheveux parfumés, il y avait de la lumière partout et c'était plein de tigres. Il voyageait, quoi. Et chaque fois dans un endroit différent. En plein centre de Londres, dans un train au milieu de la campagne, sur une montagne si haute que la neige t'arrive à la taille, ou dans la plus grande église du monde, à compter les colonnes et à regarder les crucifix bien en face. Il voyageait. Novecento, tu lui disais, une fois j'ai été à Paris, et il te demandait si tu avais vu les jardins de machin, un truc, et si tu avais dîné à tel endroit. Il savait tout. Lui, il disait, ce que j'aime là-bas, c'est attendre le coucher du soleil en me baladant sur le Pont-Neuf. Et quand les péniches passent, m'arrêter et les regarder d'en haut et leur faire un signe de la main. Mais tu y es déjà allé à Paris, Novecento? Non. Bah alors, c'est-à-dire, si. Mais comment ça, si? Paris. Tu pouvais te dire qu'il était fou. Mais ça n'était pas si simple. Le monde, il ne l'avait peut-être jamais vu. Mais ça faisait 27 ans que le monde y passait sur ce bateau. Et ça faisait 27 ans que Novecento, sur ce bateau, le guettait. Et lui volait son âme. Oh, ça, c'était un génie, rien à dire. Il savait écouter, et il savait lire. Pas les livres, ça tout le monde peut. Lui, ce qu'il savait lire, c'était les gens. Les signes que les gens emportent avec eux. Les endroits. Les bruits. Les odeurs. Leur terre. Leur histoire écrite sur eux du début à la fin. Et lui, il la lisait. Et avec un soin infini, il cataloguait, il répertoriait, il classait. Chaque jour, il ajoutait un petit quelque chose à cette carte immense qui peu à peu se dessinait dans sa tête. Une immense carte. La carte du monde tout entier, d'un bout jusqu'à l'autre. Une carte merveilleuse. Et ensuite, il voyageait là-dessus comme un dieu, pendant que ses doigts se promenaient sur les touches, en caressant les courbes d'un ragtime. Il m'a fallu des années, mais à la fin, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai posé la question. Nom de Dieu, Novecento, pourquoi tu ne les sens jamais? Au moins une fois, rien qu'une. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas le voir, le monde, de tes yeux, de tes propres yeux? Pourquoi est-ce que tu restes sur cette prison flottante alors que tu pourrais être sur ton pont-neuf à regarder les péniches et le reste?
Tu pourrais faire ce que tu veux. Tu joues du piano comme un dieu. Ils seraient tous dingues de toi. Tu te feras un paquet de fric. Tu pourrais te choisir la plus belle maison qui soit. Tu pourrais même t'en faire une en forme de bateau. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais tu la mettrais où tu veux. Au nom de Dieu, tu peux pas continuer toute ta vie à traverser dans les deux sens comme un con. Le monde est là. Il y a juste cette foutue passerelle à descendre. Qu'est-ce que c'est? Juste quelques petites marches de rien du tout, mais il y a tout, nom de Dieu, au bout de ces quelques marches. Il y a tout. Pourquoi tu continues? Au lieu de descendre de ce machin au moins une fois, rien qu'une. Novecento. Pourquoi tu descends pas? Pourquoi? Ce fut durant l'été de 1931 que Jelly Roll Morton monta sur le Virginian, l'inventeur du jazz. C'était pas juste une manière de dire, il en était convaincu, l'inventeur du jazz. Il jouait du piano, toujours un peu assis de trois quarts, et avec deux mains comme des papillons, ultra légères. Il avait commencé dans les bordels, à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'il avait appris à effleurer les touches et caresser les notes. À l'étage au-dessus, les gens faisaient l'amour. Ils voulaient pas entendre du bastringue. Eux, ils voulaient une musique qui sache se glisser derrière les tentures et sous les draps, sans déranger. Lui, il leur jouait cette musique-là. Et pour ça, vraiment, il était le meilleur. Un jour, quelque part, il entendit parler de Novecento. Il n'avait jamais joué une seule note en dehors du Virginian de Novecento, mais pourtant, à sa manière, c'était un personnage célèbre, une petite légende. De drôles d'histoires circulaient. Quelques-unes vraies parfois, comme celle du sénateur américain Wilson, qui avait fait tout le voyage en 3e classe. Parce que c'était là que Novecento jouait, quand il ne jouait pas les notes normales, mais les siennes, qui n'étaient pas normales. Il y avait un piano là en bas, et Novecento y allait l'après-midi ou tard dans la nuit. Et d'abord, il écoutait. Il demandait aux gens de lui chanter les chansons qu'il connaissait. Parfois, quelqu'un prenait une guitare ou un harmonica, n'importe quoi, et se mettait à jouer des musiques venues d'on ne sait où. Et Novecento écoutait. Puis,
Il commençait à effleurer les touches pendant que les autres chantaient ou jouaient. Il effleurait les touches et petit à petit, ça devenait une vraie musique. Des sons sortaient du piano et c'était des sons de l'autre monde. Il y avait tout là-dedans. Toutes les musiques de la Terre réunies ensemble. On restait baba. Bref, un jour, quelqu'un alla voir General Morton et lui dit il y a un type sur ce bateau au piano, il fait ce qu'il veut. Ce type-là, le jour où il descend, tu repars jouer dans les bordels. Aussi vrai que Dieu est vrai, dans les bordels. Il est où ce foutu bateau? Son idée, c'était un duel. Ça se faisait à l'époque. Les gars se défiaient à coups de morceaux de bravoure. Et à la fin, il y en avait un qui gagnait. Des trucs de musiciens. Pas de sang, mais un sacré paquet de haine. Une haine vraie, à fleur de peau. Musique, Et alcool. ça pouvait durer toute la nuit quelquefois. C'était son idée à General Morton pour en finir une fois pour toutes avec cette histoire de pianiste sur l'océan. À 21h37, le deuxième jour de navigation, avec le Virginian lancé à 20 nœuds sur sa route vers l'Europe, General Morton se présenta dans la salle de bal des premières classes, extrêmement élégant, tout habillé de noir. Chacun savait exactement ce qu'il avait à faire. Les danseurs s'immobilisèrent, Nous, à l'orchestre, on posait nos instruments. le barman servit un whisky. Les gens firent silence. Bouge-toi! Vous êtes celui qui a inventé le jazz, c'est ça? Ouais. Et toi, t'es celui qui peut pas jouer sans l'océan sous les fesses, c'est ça? Ouais. Les présentations étaient faites. Généron s'alluma une cigarette, la posa en équilibre sur le bord du piano, s'assit et commença à jouer. Ragtime. Mais c'était comme une chose qu'on n'aurait jamais entendue avant. Il ne jouait pas. Il glissait. C'était comme une combinaison de soie qui glisserait doucement le long du corps d'une femme, mais en dansant. Il y avait tous les bordels de l'Amérique dans cette musique, mais les bordels de luxe, ceux où même la dame du vestiaire est belle. Général termina en brodant de petites notes invisibles. Tout là-haut, à la fin du clavier, comme une petite cascade de perles tombant sur un sol de marbre. La cigarette était là, à moitié consumée, mais avec la cendre encore toujours accrochée, comme si elle avait préféré ne pas tomber pour ne pas faire de bruit. À ton tour, marin! Pom, 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 pom. Non mais Cento Soué, il s'amusait bien sans blague. Il s'assit au piano. Et il fit la chose la plus stupide qu'il pouvait faire. Il joua Reviens mon petit canard. Une chanson d'une imbécilité sans fin. Un truc de môme. Il avait entendu chanter des années auparavant par un émigrant et ça lui était pas sorti de la tête. Il aimait vraiment cette chanson. Je sais pas ce qu'il lui trouvait, mais il aimait. Il la trouvait terriblement émouvante. Évidemment, c'était difficile d'appeler ça un morceau de bravoure.
Jelly Roll avait la tête du type à qui on a volé tous ses cadeaux de Noël. Avec 2 yeux de loup, il foudroya Novecento et se rassit au piano. Il envoya un blues à faire pleurer un mécano allemand. Tu aurais dit qu'il y avait tout le coton de tous les nègres du monde là-dedans, et que lui, il était en train de le ramasser avec ces notes-là. Un truc à y laisser ton âme. Tout le monde se leva, ça reniflait, ça applaudissait. Jelly Roll n'esquissa même pas un salut, rien. On voyait qu'il en avait déjà plein les couilles de toute cette histoire. C'était un Novecento de jouer. Ça partait mal d'ailleurs parce que, en s'asseyant au piano, il avait des larmes grosses comme ça dans les yeux. À cause du blues. Il était ému. Et ça se comprend. La seule chose absurde, ce fut qu'avec toute cette musique qu'il avait dans la tête et dans les mains, qu'est-ce qu'il se met à jouer? Le blues qu'il venait d'entendre. Ah, c'est tellement beau. Il n'avait absolument pas la moindre idée de ce que c'est qu'un duel, mais pas la moindre. Et en plus, ce blues dans sa tête, ça s'était transformé en une succession d'accords très lents. À la suite les uns des autres. En procession. Un ennui mortel. Ce fut à ce moment-là que Jelly Roll Morton perdit définitivement patience. Et maintenant, va te faire mettre, connard! Et puis il commença à jouer. Mais ce n'est pas jouer, ce n'est pas le mot. Un jongleur, un acrobate. Tout ce qu'il est possible de faire avec un clavier de 88 notes, il le fit à une vitesse hallucinante. C'était même plus de la musique, c'était de la prestidigitation. Ah, c'était de la magie, carrément. C'était extraordinaire, rien à dire. Extraordinaire. Les gens devinrent fous, ils applaudissaient, ils criaient, ils n'avaient jamais vu un truc pareil. Et dans tout ce boucan, je me retrouve avec Novecento qui me regardait. Il avait l'air le plus déçu du monde. Mais il est complètement con, ce type. Donne-moi une cigarette, tiens. Il leur fallut un peu de temps dans la salle pour comprendre qu'il s'était assis et que, si ça se trouve, il voulait même peut-être jouer. Et puis il lança un regard à Jelly Roll qui était là-bas au bar, debout, en train de boire une coupe de champagne. Et il dit tout bas: Tu l'auras voulu, pianiste de merde. Puis il posa ma cigarette Éteinte. sur le bord du piano. Et il commença. Bon. Le public avala tout ça sans respirer. En apnée, les yeux vissés sur le piano, Et la bouche ouverte. comme de parfaits imbéciles, Et ils restèrent là sans rien dire. complètement éberlués, Même après cette dernière charge meurtrière d'accords, qui avaient l'air d'être joués à 50 mains. on aurait cru que le piano allait exploser. Et dans ce silence de folie, Novecento se leva, prit ma cigarette, se pencha un peu vers le piano par-dessus le clavier et approcha la cigarette des cordes. Un grésillement léger et s'écarta. Et la cigarette était allumée, bel et bien allumée, je le jure. Fume-la, toi, moi je ne sais pas fumer. Il fut à ce moment-là que les gens se réveillèrent du sortilège. Et ce fut une apothéose de cris, d'applaudissements, un boucan énorme, je ne sais pas, mais on n'avait jamais vu ça. Tout le monde qui hurlait, qui voulait toucher Novecento, le bordel généralisé. On n'y comprenait plus rien. Mais moi, je le voyais, Jelly Roll Morton, au milieu de tout ça, qui fumait nerveusement cette maudite cigarette hein, et qui cherchait quelle tête faire, sans la trouver, sans même savoir où poser ses yeux.
Et à un moment, sa main de papillon se mit à trembler. Mais à trembler vraiment, je la voyais trembler. Je n'oublierai jamais. Elle tremblait tellement qu'à un moment, la cendre se détacha de la cigarette et tomba. D'abord sur le bel habit noir, puis tout doucement sur le soulier de droite. Un soulier verni, noir, brillant. Cette cendre comme un crachat blanc. Et lui, il regardait ça. Je m'en souviens encore. Il regarda le soulier, le vernis et la cendre. Et il comprit. Il comprit ce qu'il y avait à comprendre. Et il tourna les talons. Et marchant doucement, posant un pied après l'autre, si doucement que cette cendre ne bougea pas, il traversa la grande salle et disparut. Lui et ses souliers vernis noirs, avec par-dessus ce crachat blanc qu'il emportait avec lui. Et ce qu'il y avait décrit là, c'était que quelqu'un avait gagné. Et ce n'était pas lui. Général Morton passa le reste du voyage enfermé dans sa cabine. À l'arrivée à Southampton, il descendit du Virginian. Un coup d'œil à rambarde, sur le pont des 3e classes, Novecento le vit descendre dans son bel habit blanc, avec toutes ses valises, de belles valises en cuir clair. Et je me souviens qu'il dit seulement... Et au cul aussi le jazz. Liverpool, New York, Liverpool, Rio de Janeiro, Antilles, New York, Boston, Cork, Boston, Gênes, Floride, Rio de Janeiro, Santiago du Chili, New York, Cherbourg, Vancouver, Cherbourg, New York, Liverpool, New York, Liverpool, océan, plein milieu. C'est là, à ce moment-là, que le tableau se décrocha. Moi, ces histoires de tableaux, ça m'a toujours fait une drôle d'impression. Il reste accroché pendant des années, et sans que rien se soit passé, j'ai bien dit rien. Vlam, ils tombent. Ils sont là, accrochés à leur clou, personne ne leur fait rien. Et eux, à un moment donné, vlam, ils tombent comme des pierres. Dans le silence le plus absolu, sans rien qui bouge autour, pas même une mouche qui vole. Et eux, vlam. Et pourquoi à ce moment-là et pas un autre? On sait pas. Vlam. Qu'est-ce qui est arrivé à ce clou pour que tout à coup il décide qu'il n'en peut plus? Aurait-il donc une âme, lui aussi, le pauvre malheureux? Peut-il décider quelque chose? Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient, le tableau et lui. Ils hésitaient encore un peu, ils en discutaient tous les soirs depuis des années. Et puis finalement, ils se sont mis d'accord pour une date, une heure, une minute, une seconde, maintenant, blam! Ou alors, ils le savaient depuis le début tous les deux. Ils avaient tout combiné entre eux. Bon, alors t'oublies pas que dans 7 ans, je lâche tout. T'inquiète pas, pour moi, c'est bon. Alors, d'accord pour le 13 mai? D'accord. Vers 6 heures? Oh ben non, j'aimerais mieux 6 heures moins le quart. D'accord, allez, bonne nuit. Bonne nuit. 7 ans plus tard, 13 mai, 6 heures moins le quart. Vlam! Incompréhensible. Mais c'est une de ces choses, il vaut mieux pas trop y penser, sinon tu deviens fou. Quand le tableau se décroche. Quand tu te réveilles un matin à côté d'elle et que tu ne l'aimes plus. Quand tu ouvres le journal et tu lis que la guerre a éclaté. Quand tu vois un train et tu te dis je me tire. Quand tu te regardes dans la glace et tu comprends que t'es vieux. Quand Novecento sur l'océan, plein milieu, leva les yeux de son assiette et me dit à New York, dans 3 jours, je descends. Blam! Un tableau, tu peux pas lui poser de questions. Mais Novecento aussi. Je voulais savoir pourquoi, il y avait forcément une raison. Un type ne reste pas 32 ans sur un bateau et un jour il descend comme si de rien n'était. Il y a quelque chose que je dois voir là-bas. Et c'est quoi? La mer. La mer? La mer. Bon, voyons. Mais ça fait 32 ans que tu la vois, la mer, Novecento. D'ici, moi je veux la voir de là-bas. C'est pas la même chose. Oh, bon Dieu, mais j'avais l'impression de parler avec un môme. Eh bien d'accord, tu attends qu'on soit arrivé au port, là tu te penches et tu la regardes bien, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Mais qui t'a raconté ça? C'était un dénommé Baster qui lui avait raconté. Lynn Baster, un paysan. Un de ceux qui travaillent comme des mules pendant 40 ans et qui n'ont jamais rien vu d'autre que leur champ.
Lui, il ne l'avait jamais vu, la mer. Et ça l'avait foudroyé sur place. Il disait, oh, c'est comme un hurlement géant, mais qui s'arrêterait jamais de crier. Et ce qu'il crie, c'est, bande de cocus, mais la vie, c'est quelque chose d'immense. Vous allez comprendre ça, oui ou non? Immense! Bon, bref. Cette histoire-là, c'était un vrai attrape-couillon, mais si ça pouvait aider Novecento à descendre, moi, ça m'allait. Et je commençais même à penser que c'était une bonne chose, finalement. Je lui dis que son raisonnement était correct et que j'étais content, vraiment. Et que j'allais lui offrir mon manteau en poil de chameau. Ah, il aurait une sacrée allure là-dedans quand il descendrait la passerelle avec ce manteau en poil de chameau. Lui, de son côté, il était quand même un peu ému. Mais toi, tu viendras me voir, hein, sur la terre. Bon Dieu. J'avais une pierre dans la gorge, mais vraiment comme une pierre. Ça me tuait d'entendre parler comme ça. Je déteste les adieux. Et je me suis mis à rire du mieux que je pouvais. Assez mal d'ailleurs. Il allait dire que bien sûr j'irais le voir et on ferait courir son chien dans les champs. Et sa femme nous mettrait une dinde au four. Et je sais plus quelle connerie encore. Et lui il riait et moi je riais aussi. Mais à l'intérieur, on savait bien tous les deux que la vérité était différente. La vérité c'était que tout serait fini. Et qu'il n'y avait rien à y faire. Ça devait arriver. Et ça arrivait. Maintenant. Danny Boonman, T.D. Lemon, Novecento allait descendre du Virginian dans le port de New York un jour de février. Après 32 années passées en mer, il allait descendre à terre pour aller voir la mer. Ce fut à la 3e marche qu'il s'arrêta brusquement. Qu'est-ce qu'il y a? T'as marché dans une merde? Finit le Connor, un Irlandais qui ne comprenait rien à rien, mais que ça n'empêchait pas d'être de bonne humeur toujours. Il a peut-être oublié quelque chose. Quoi donc? Est-ce que je sais? Il a peut-être oublié pourquoi il descend. Ah, dis pas des conneries. Et pendant ce temps-là, Novecento immobile. Un pied sur la 2e marche et un pied sur la 3e. Il resta comme ça une éternité. Il regardait droit devant lui comme s'il cherchait quelque chose. Puis il fit une chose bizarre. Il enleva son chapeau, passa la main par-dessus la rampe et laissa tomber le chapeau. On aurait dit comme un oiseau fatigué. Ou une omelette bleue avec des ailes. Il fit 2 ou 3 volutes dans les airs, il tomba à la mer, il flottait. Mais c'était un oiseau, évidemment, pas une omelette. Quand on a relevé les yeux vers la passerelle, ça a été pour voir Novecento avec son manteau en poil de chameau, mon manteau en poil de chameau, qui remontait ses 2 marches en tournant le dos au monde avec un drôle de sourire sur le visage. En 2 pas, il avait disparu à l'intérieur du navire. Hé, t'as vu le nouveau pianiste est arrivé? C'est le plus grand, il paraît. Et je savais pas si j'étais triste ou heureux à mourir. Ce qu'il avait vu du haut de cette maudite 3e marche, il n'a pas voulu me le dire. Ce jour-là, et pendant les 2 autres traversées qu'on a faites encore après, Novecento restait un peu bizarre. Il parlait moins que d'habitude. Et puis un jour, il entra dans ma cabinet, très lentement, mais sans s'arrêter, tout d'une traite. Il me dit « Merci pour le manteau. Il m'allait drôlement bien. Dommage, j'avais une sacrée allure avec, mais ça va beaucoup mieux maintenant. C'est passé. Tu ne dois pas t'imaginer que je suis malheureux. Je ne le serai plus jamais. Tu ne dois pas t'imaginer que je suis malheureux. Je ne le serai plus jamais. Je sais maintenant que, ce jour-là, Novecento avait décidé qu'il allait s'asseoir devant les touches blanches et noires de sa vie et commencer à jouer une musique absurde et géniale, compliquée mais superbe, la plus grande de toutes, et danser sur cette musique ce qui lui resterait d'années et ne plus jamais être malheureux.
Moi, le Virginian, j'en suis descendu le 21 août 1933. J'en suis pas descendu pour un jour ou pour une semaine. J'en suis descendu pour toujours. Je peux pas dire que je l'ai pas aimé, cette vie-là. C'était une drôle de façon de faire coller les choses, mais ça fonctionnait. Sauf que j'arrivais pas à penser que ça pouvait durer toujours. Si tu es marin, c'est différent. Ta place est sur la mer. Tu peux y rester jusqu'à ce que tu crèves, pas de problème. Mais un type qui joue de la trompette. Si tu joues de la trompette sur la mer, tu es un étranger. Et tu le seras toujours. Que tôt ou tard, tu rentres chez toi, c'est normal. Et autant que ce soit tôt, je me suis dit. Et autant que ce soit tôt, j'ai dit à Novecento. Et il a compris. On voyait bien qu'il n'avait aucune envie de me voir descendre cette passerelle. Et en plus pour toujours. Mais il ne le dit pas. Et c'était mieux comme ça. Le dernier soir, on était en train de jouer pour les habituels connards des premières. Et le moment de mon solo arriva. Je commençais donc à jouer. Et après quelques notes, j'entends le piano qui s'en vient avec moi. Tout bas, avec douceur. Et il jouait avec moi. On continua comme ça tous les deux. Et moi, bon Dieu, j'ai joué du mieux que je pouvais. Pas tout à fait Louis Armstrong, mais vraiment, je jouais bien. Avec Novecento derrière moi, qui me suivait partout, comme lui seul savait le faire. Les autres nous ont laissé continuer un petit bout de temps. Ma trompette et son piano pour la dernière fois. À nous dire toutes les choses qu'on peut jamais se dire avec les mots. Autour de nous, les gens continuaient à danser. Ils ne s'étaient aperçus de rien. Ils ne pouvaient pas s'en apercevoir. Ils ne savaient rien de tout ça. Ils dansaient comme si de rien n'était. Peut-être un type pas juste dit à un autre: t'as vu celui qui a la trompette, c'est rigolo. Il doit être sourd, alors il a un grain, regarde. Celui qui a la trompette, il joue et en même temps il pleure.
s'est passé après, une fois débarqué, c'est une autre histoire. J'aurais peut-être pu faire quelque chose de bien si cette fichue guerre n'était pas venue se mettre en travers. Ça aussi. Ça a tout compliqué. On ne savait plus comment s'y retrouver. Il fallait avoir un sacré cerveau. Il fallait avoir des qualités que moi j'avais pas. Moi je savais jouer de la trompette. C'est étonnant à quel point c'est inutile quand la guerre est là. Coller à tes basques. À ne pas vouloir te lâcher. Bref, pour ce qui est du Virginian et du Novecento, j'en ai plus entendu parler pendant des années. C'est pas que j'avais oublié, non. J'ai continué toujours à me souvenir de lui. Et je me demandais sans cesse, mais qu'est-ce qu'il ferait Novecento s'il était là? Qu'est-ce qu'il dirait? Au cul la guerre, il dirait. Mais quand c'était moi qui le disais, ça faisait pas la même chose. Bref, tout ça, c'était une histoire terminée. Et puis, un jour, je reçois une lettre de Neil O'Connor, cet Irlandais qui n'arrêtait pas de plaisanter, mais cette fois, elle était sérieuse. Elle disait que le Virginian était rentré de la guerre tout déglingué. Il avait servi d'hôpital flottant. Et il était dans un tel état à la fin qu'ils avaient décidé de le couler. Ils avaient débarqué à Plymouth, le peu d'équipage qui restait. Ils avaient bourré le bateau de dynamite et un jour ou l'autre, ils l'emmèneraient au large pour s'en débarrasser. Boum. On n'en parle plus. Il y avait un post-scriptum. T'aurais pas 100 $, je te jure, je te les rendrais. Et puis encore après, un autre post-scriptum. Novecento n'est pas descendu. J'ai retourné cette lettre dans tous les sens pendant des jours. Et puis j'ai pris le train qui allait à Plymouth. Je suis descendu jusqu'au port. J'ai cherché le Virginian, je l'ai trouvé. Et j'ai donné un peu de fric au gardien qui était là. Je suis monté sur le bateau. Je l'ai parcouru d'un bout à l'autre. Je suis descendu jusqu'à la salle des machines. Je me suis assis sur une caisse qui avait l'air d'être bourrée de dynamite. J'ai ôté mon chapeau. Je l'ai posé par terre. Et je suis resté là, en silence, sans savoir quoi dire. Là, immobile, à le regarder, lui, là, immobile, qui me regardait. Dynamite sous ses fesses, dynamite partout. Danny Boudman, Tidi Lemon Novecento. À croire qu'il le savait que j'allais venir, comme il savait toujours les notes que t'allais jouer. Avec cette tête vieillie, mais d'une belle façon, sans fatigue. Pas une lumière sur le bateau, sauf celle qui filtrait d'extérieur. Dieu sait comment elle était la nuit. Les mains blanches, la veste bien boutonnée et souliers brillants. Il n'était pas descendu. Dans la pénombre, on aurait dit un prince. Il n'était pas descendu, il allait sauter avec le reste en pleine mer. Le grand final avec les gens qui regardent sur le bout du quai ou sur le rivage. Le grand feu d'artifice. Adieu tout le monde, le rideau tombe. Des flammes. De la fumée. Et une grande vague à la fin. Danny Boudman Tidi Lemon. Novecento. Sur ce navire englouti par l'obscurité, mon dernier souvenir de lui, c'est une voix, juste une voix, Adagio, qui parle.
toute cette ville. On ne savait pas où ça finissait. Et ce bruit sur cette foutue passerelle, c'était très beau tout ça. Et moi j'étais grand avec ce manteau et j'avais une sacrée allure. Et bien sûr j'allais descendre, c'était garanti, pas de problème. Avec mon chapeau bleu. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche. Deuxième. Ce n'est pas ce que j'ai vu qui m'a arrêté, mon frère. C'est ce que je n'ai pas vu. Tu peux comprendre ça? C'est ce que je n'ai pas vu. Je l'ai cherché partout, mais ça n'y était pas. Dans toute cette ville immense, il y avait tout sauf... Il y avait tout. Mais de fin, il n'y en avait pas. Ce que je n'ai pas vu, c'est où ça finissait tout ça, la fin du monde. Imagine maintenant un piano. Les touches sont un début et les touches ont une fin. Tu sais qu'il y en a 88. Personne ne peut te dire le contraire. Elles ne sont pas infinies, elles. Toi, tu es infini. Et sur ce piano, la musique que tu peux jouer est infinie. Elles sont 88, toi, tu es infini. Ça me plaît. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Mais si tu... Mais si je monte sur cette passerelle et que devant moi... Mais si je monte sur cette passerelle et que devant moi se déroule un clavier de millions de touches, des millions et des milliards de touches qui ne finissent jamais. C'est la vérité vraie qu'elle ne finit jamais. Et ce clavier-là, il est infini. Et si ce clavier-là est infini, alors, sur ce clavier-là, il n'y a aucune musique que tu puisses jouer. Tu n'es pas assis sur le bon tabouret. Ce piano-là, c'est Dieu qui joue. Nom d'un chien. Tu les as seulement vus, ces rues? Rien qu'en rue, il y en avait des milliers. Comment vous faites là-bas pour en choisir une? Pour choisir une femme? Une maison? Une terre qui soit la vôtre? Un paysage à regarder? Une manière de mourir? Tout ce monde-là collé à toi. Et tu ne sais pas où il finit. Jusqu'où il y en a. Vous n'avez jamais peur, vous, d'exploser, rien que d'y penser, à toute cette énormité? Rien que d'y penser. D'y vivre. Moi, je suis né sur ce bateau. Et le monde y passait, mais par 2000 personnes à la fois. Et des désirs, il y en avait aussi, mais pas plus que ce qui pouvait tenir entre la proue et la poupe. Tu jouais ton bonheur sur un clavier qui n'était pas infini. C'est ça que j'ai appris, moi. La Terre, c'est un bateau trop grand pour moi. Un trop long voyage. Une femme trop belle. Un parfum trop fort. Une musique que je ne sais pas jouer. Pardonnez-moi, mais je ne descendrai pas. Laissez-moi revenir en arrière. S'il vous plaît. Et maintenant, essaye de comprendre, mon frère. Essaye de comprendre si tu peux. Moi qui n'avais pas été capable de descendre de ce fichu bateau, pour me sauver moi-même, je suis descendu de ma vie, marche après marche. Et chaque marche était un désir. À chaque pas, un désir auquel je disais adieu. Je ne suis pas fou, mon frère. On n'est pas fou quand on trouve un système qui vous sauve. On est rusé comme l'animal qui a faim. La folie, ça n'a rien à voir. C'est le génie, ça. La perfection, la géométrie. Les désirs déchiraient mon âme. J'aurais pu les vivre, mais j'y suis pas arrivé. Alors je les ai ensorcelés. Et je les ai laissés l'un derrière l'autre.
de la géométrie. Un travail parfait. Toutes les femmes du monde, je les ai ensorcelées en jouant une nuit entière pour une femme. Une. La peau transparente, des mains sans un seul bijou, des jambes fines. Elle balançait sa tête au son de ma musique, sans sourire, sans baisser les yeux, jamais. Une nuit entière. Et quand elle se leva, ce ne fut pas elle qui sortit de ma vie, mais toutes les femmes du monde. Le père que je ne serai jamais, je l'ai ensorcelé en regardant un enfant mourir, assis auprès de lui pendant des jours entiers, sans rien perdre de ce spectacle effroyablement beau. Je voulais être la dernière vision qu'il aurait au monde. Et quand il est parti en me regardant dans les yeux, ce n'est pas lui qui est parti, mais tous les enfants que j'ai jamais eus. La terre qui était la mienne, quelque part dans le monde, je l'ai ensorcelée en écoutant chanter un homme qui venait du Nord. Et en l'écoutant, tu voyais tout. Tu voyais la vallée, les montagnes autour, la rivière qui descend tout doucement, la neige l'hiver, les loups, la nuit. Et quand cet homme avait fini de chanter, alors ma terre, où qu'elle se trouve, a été finie à jamais. Les amis que j'ai désiré avoir, je les ai ensorcelés en jouant pour toi et avec toi ce jour-là. Et dans l'expression de ton visage, dans tes yeux. Je les ai vus tous, mes amis bien-aimés. Quand tu es parti, ils s'en sont allés avec toi. J'ai dit adieu à l'émerveillement quand j'ai vu les icebergs géants de la mer du Nord s'écrouler, vaincus par la chaleur. J'ai dit adieu au miracle quand j'ai vu rire ces hommes que la guerre avait démolis. J'ai dit adieu à la colère quand j'ai vu ce bateau qu'on bourrait de dynamite. J'ai dit adieu à la musique, à ma musique. Le jour où je suis arrivé à la jouer tout entière en une seule note. Et j'ai dit adieu à la joie en l'ensorcelant elle aussi quand je t'ai vu entrer ici. Ce n'est pas de la folie, mon frère. C'est de la géométrie, un travail d'orfèvre. J'ai désarmé le malheur. J'ai désenfilé mes désirs de ma vie. Je l'imagine la scène à l'arrivée là-haut, avec le type qui cherche mon nom sur la liste et qui le trouve pas. Comment avez-vous dit que vous appeliez? Novecento. Nojinski, Nota Barbolo, Novalis, Novak. Non mais c'est parce que je suis né sur un bateau. Plaît-il? Je suis né sur un bateau et j'y suis mort d'ailleurs. C'est peut-être marqué quelque part. Naufrage? Ah non, non. Sauter en l'air. 6 cadeaux et demi de dynamite, boum. Ah. Et ça va mieux maintenant? Ah oui, oui, très bien. Enfin, à part cette histoire de bras qui a disparu, mais on m'a assuré que... Il vous manque un bras? Bah oui, vous savez, avec l'explosion... Oh, on doit bien en avoir un ou deux par là, c'est lequel? Le gauche. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien peur qu'on n'en ait que 2 droits, vous savez? 2 bras droits? La poisse! Toute une éternité au paradis avec 2 mains droites. Bien sûr. Mais quand même, tu imagines cette musique avec ces 2 mains-là, 2 mains droites, 2
Évidemment, à condition qu'il y ait un piano. C'est de la dynamite que tu as sous les fesses, mon frère. Lève-toi de là. Et va-t'en. C'est fini. C'est fini pour de bon, cette fois.